Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. Madame, Monsieur, nous parlerons de la une de ce podcast, mais avant, permettez-moi de vous dire que pour cette première édition de l'année 2024, et pour la première fois dans les podcasts de Tax Justice Network, nous avons eu recours à de l'intelligence artificielle. Et oui, Tax Justice se met à l'ère de la modernité, notamment pour la production de ce contenu spécifique de communication. Et nous avons utilisé l'IA, comme on l'appelle, pour notamment transcrire en français les voix des représentants des Nations Unies que vous allez entendre, mais aussi pour faire le doublage des enseignements que nous apporte une de nos expertes. Et justement, en une, nous parlerons d'un sujet qui a marqué la fin de l'année 2023, c'est l'adoption d'une résolution visant à discuter de la coopération fiscale internationale dans le cadre des Nations Unies. Une initiative poussée par le groupe africain au sein de cette institution, mais aussi par de grandes ONG internationales, y compris Tax Justice Network, mais aussi Tax Justice Network Africa, Global Tax Alliance ou encore ECRIT, Eurodad, qui ont été derrière ce processus. Et au cours de cette édition, vous allez écouter les experts des Nations Unies, notamment du groupe africain, mais aussi vous allez écouter une de nos expertes de Eurodad, qui intervient pour nous expliquer les enjeux de cette initiative. Je rappelle que vous pouvez écouter notre podcast sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec SYN à la fin. Vous pouvez aussi aller sur la page internet www.impôts et justice sociale pour ceux qui ont YouTube. Et ensuite, vous pouvez aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network avec un tout nouveau site internet beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fluide au lien podcast avec s.taxjustice.net. Et pour ceux qui veulent nous suivre sur Twitter, c'est hashtag Impôt Social ou alors X Impôt Social. Et pour ceux qui sont sur Facebook, Impôt et Justice Sociale, c'est notre page. Pour ceux qui ont l'application Stitcher, recherchez votre programme tout comme dans toutes les applications de podcast qui existent. Voilà pour la une. À tout de suite pour les détails. L'Afrique se tient debout, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui croient en l'équité dans le monde entier. L'Afrique se tient debout non seulement pour elle-même, pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui croient en la justice fiscale, l'équité fiscale dans le monde entier. Ces propos sont de l'ambassadeur du Nigeria au sein des Nations Unies dans le cadre d'une conférence de presse qui a été donnée juste après qu'ils aient déposé la proposition pour que le cadre de la coopération fiscale mondiale soit discuté non plus dans le cadre d'un groupe restreint ou d'un groupe élargi mais sans vraie inclusion qui était celui de l'OCDE, mais davantage dans le cadre des Nations Unies où les pays sont représentés d'une voix égale. Cette recommandation, cette proposition, on le sait finalement, a été adoptée, mais voyons avec celui qui était le président du groupe africain au mois de novembre aux Nations Unies, de quoi on parle exactement. Il s'agit de Tsola Milambo. Il est l'ambassadeur de la Zambie auprès des Nations Unies. Le groupe Afrique a franchi une étape importante avec la proposition d'une convention cadre sur la coopération fiscale internationale
une initiative historique qui témoigne de notre engagement collectif en faveur de l'équité et de l'inclusivité dans le système fiscal mondial. Nous avons pris une décision importante la semaine dernière et nous cherchons ce soutien. Ce cadre conventionnel n'est pas seulement un document politique, un phare d'espoir pour les pays en développement cherchant voie dans l'élaboration des normes fiscales, en abordant les lacunes critiques du système fiscal en vigueur, qui néglige souvent les défis uniques et les perspectives des pays en développement. Notre proposition reconnaît les contributions des organismes existants tels que l'OCDE et le Comité fiscal des Nations Unies, tout en reconnaissant également leurs limites dans la représentation complète des intérêts de toutes les nations, en particulier celles du monde en développement. La Convention assure à tous les pays, quelle que soit leur taille ou puissance économique, une place pour décider de la coopération fiscale internationale. Étape vers la rectification du déséquilibre historique dans la gouvernance fiscale mondiale, plateforme équitable pour le dialogue. En instaurant un système fiscal plus équitable, nous libérons un plus grand potentiel de dépenses dans des secteurs clés comme la santé et l'éducation, essentiels pour l'Afrique et le Sud global. Les revenus accrus générés nous permettront d'allouer des ressources là où elles sont le plus nécessaires, soutenir une croissance et un développement durable. Cette approche est englobée dans le cadre du développement durable, garantissant que notre initiative contribue directement aux ODD, reflétant notre engagement commun envers un avenir où le progrès holistique et le bien-être sont accessibles à tous. L'aspect humain de cette convention est essentiel. En réformant le système financier mondial et en assurant une fiscalité juste, nous pouvons réduire la pression sur l'aide internationale. Une augmentation des revenus dans le Sud global entraîne une réduction de la dépendance à l'égard de l'APD, ce qui favorise une économie mondiale plus autonome et résiliente. Cette résolution, on le sait, est finalement passée. Elle a été saluée par de nombreux acteurs de la justice fiscale dans le monde, y compris Tax Justice Network, qui depuis plus de 2 décennies ont plaidé pour cette évolution des choses. Mais avant que la résolution ne passe au vote, le groupe africain avait plaidé auprès de leurs principaux partenaires au développement, notamment les États-Unis, mais aussi les pays européens qui sont historiquement les partenaires de l'Afrique. Écoutez quel était le message qui avait été passé par Tchola Milambo. Nous demandons à nos partenaires de l'OCDE, de l'UE, des États-Unis et du Royaume-Uni de comprendre notre humanité commune et de se montrer solidaire envers elle. Cette convention n'est pas seulement un outil fiscal. C'est une bouée de sauvetage pour des millions de personnes en quête de soins de santé et de dignité. Votre soutien est crucial pour transformer cette vision en réalité. En prévision de la conférence du Forum sur le financement du développement en 2025, cette convention pose les bases d'une approche plus inclusive pour les défis économiques mondiaux. C'est un pas vers un avenir où le développement durable, qui englobe la croissance économique et la gestion de l'environnement, va de pair. En essence, cette convention vise à humaniser notre approche de l'économie mondiale. Il s'agit de créer un système qui sert non seulement les économistes, mais aussi les personnes au cœur. Cela représente un engagement envers un avenir où chaque nation, quel que soit son statut économique, peut prospérer. Alors, vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'on a pris autant de temps, autant d'énergie, alors que l'OCDE, normalement, a travaillé sur ces questions? Pourquoi est-ce important de voir cette convention passer du cadre restreint de l'OCDE et de quelques groupes de professionnels de l'impôt vers le cadre plus global des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies basée à New York? Écoutez le docteur Tchola Milambo une fois de plus. Avec une coopération fiscale internationale efficace, cela change beaucoup sur le terrain. Plus de filles à l'école, plus de soins de santé, plus de ressources pour les réfugiés et les déplacés internes. Nous sommes plus aptes à aborder les questions de genre et à faire face aux problèmes du changement climatique. Ainsi, cela soulage la pression sur les budgets de l'APD, l'aide publique au développement qui existe. Comme on sait, les engagements restent courts, et donc la mobilisation des ressources intérieures est vraiment la source ultime de financement du développement. Que ce soit pour rembourser une dette, réduire une dette ou pour le développement des infrastructures, c'est la mobilisation des ressources intérieures qui résout finalement ces problèmes. Donc, je pense que je voulais ajouter à ce point. Pour répondre à votre question sur le niveau de soutien, nous sommes confiants que cette résolution sera adoptée.
Une question que s'étaient posée des journalistes qui ont participé à cette session, c'était de savoir si finalement cette résolution aurait le soutien qu'il faut. Nous le savons aujourd'hui, le nombre de votes pour a été massif et important en la faveur de cette proposition du groupe africain. Mais écoutons quand même quels étaient les pronostics bien avant qu'on y arrive. Il est vrai que par la suite, les pays du bloc occidental, États-Unis, Royaume-Uni, Europe, qui sont aussi ceux où on retrouve les juridictions soit sous tutelle, soit directes, qui appliquent le plus de secrets financiers, l'opacité financière, ont voté contre l'adoption de cette résolution. Mais écoutons quand même le professeur Jola Milambo sur l'adoption de cette proposition par l'ensemble des pays qui sont membres des Nations Unies. Nous continuons à nous engager et à recevoir le soutien de différentes organisations et groupes à l'ONU concernant cette résolution. Nous l'avons envoyée il y a seulement quelques jours et nous sommes confiants que cela se passera comme l'année dernière. Cependant, nous recherchons une approbation politique de grande envergure pour cette initiative cruciale et essentielle. Tout comme nous recherchons un système fiscal inclusif, nous préconisons également un large soutien politique à celui-ci. Une préoccupation qui demeure, c'est que désormais ces discussions seront effectivement portées dans le cadre des Nations Unies, mais on l'a vu avec l'OCDE, les processus à l'OCDE, les discussions étaient âpres. Les techniciens de la fraude fiscale et ceux qui permettent aux entreprises multinationales d'optimiser leur fiscalité, comme ils disent, mais en réalité, priver les pays les plus pauvres en ressources pour le financement du développement, pour la réponse au changement climatique, ont de la grande technicité. Les pays africains devront rapidement apprendre pour négocier dur les termes de cette convention fiscale internationale. Mais l'ambassadeur du Nigeria auprès des Nations Unies, qui a participé aussi activement à ces discussions, a partagé son opinion de professeur et son opinion d'Africain. Écoutez ce qu'a dit l'ambassadeur du Nigeria aux Nations Unies. Je pense qu'en tant qu'enseignant, j'apprécie l'ajout de connaissances. Cependant, j'apprécie également le fait que nous apprenons aussi en faisant. Nous devrions aussi acquérir cette expérience en faisant. Donc, nous devrions être sur la table pour le faire aussi et contribuer à approfondir le processus d'obtention d'une fiscalité plus équitable pour les gouvernements. Ensuite, il faut reconnaître que de nombreux pays ont soutenu le renforcement des capacités de plusieurs pays dans le besoin. C'est essentiel. C'est aussi partie de notre engagement global envers nous-mêmes, les autres, l'humanité. Donc, il n'y a absolument rien qui est fait pour s'opposer ou sous-évaluer le soutien dans plusieurs domaines spécifiques et cruciaux, ce qui est extrêmement important. Par exemple, après une longue interaction, les États-Unis ont soutenu la résolution. Ils avaient des préoccupations, mais pendant la négociation, ils étaient stricts sur certaines choses. En fin de journée, tout a été examiné et soutenu. On attend que les autres fassent pareil. Maintenant, de nombreuses personnes peuvent ne pas voir, mais il y a des pays qui existent. Sachez qu'il existe un lien fort entre les problèmes de taxation et les flux illicites financiers et leur lien avec la criminalité, ce qui déstabilise les sociétés et impacte beaucoup de personnes. Donc je pense que c'est là. Un grand nombre de personnes ont apporté leur soutien. Ils vont continuer à s'engager car c'est toujours une négociation. Le président a souligné qu'il y a une poursuite de l'engagement sur cette question. À côté de l'ambassadeur du Nigeria et de celui de la Zambie qui présidait le groupe africain au mois de novembre, nous avions l'ambassadrice, autant pour moi, de l'Érythrée au sein des Nations Unies. Et elle a partagé son sentiment, non pas d'experte en fiscalité, mais de femme et d'Africaine. Elle a expliqué pourquoi il est important qu'on porte ces discussions dans ce domaine. Écoutons ce qu'elle a partagé avec les médias ce jour. Sur le terrain, pour les femmes et les enfants africains, il est crucial que les revenus de nos pays, de nos ressources, de notre développement créent le développement. ODA est formidable, mais nos actions sur le terrain pour notre peuple avec nos ressources améliorent les normes de vie de base. Nourriture, sécurité, eau, éducation et santé.
Alors ne pensons pas que c'est une faveur envers quelqu'un d'autre, mais plutôt quelque chose qui devrait être félicité et promu par tous les secteurs impliqués. Il ne s'agit pas d'une faveur, mais d'une responsabilité partagée. De ce système ici, les institutions financières ont des soucis. Pourquoi sont-elles en difficulté? Pas de savoir-faire ou de façon dont ça doit marcher, mais pas de volonté politique. Il faut une volonté politique. Et je pense que nous bénéficions d'un large soutien des différents groupes ici, comme le G77 en Chine, par exemple. Et je pense que nous, avec plus de plaidoyer, je pense que nous pouvons obtenir ce que nous voulons de cela. Résolution, en tant qu'Africains, nous devons nous efforcer de l'obtenir correctement. Maintenant qu'on a passé l'étape de l'adoption de cette résolution, que les discussions devront se mettre en place, il faudra bien plus que l'acclamation pour porter haut les résultats, les aspirations qui sont recherchées et qui ont été définies par le groupe africain. Il faudra, comme l'a dit le docteur Tsola Milambo, une bonne dose de volonté politique. La volonté politique est elle aussi revenue lorsque parlait l'ambassadrice de l'Érythrée au sein des Nations Unies, et tout le monde parle de cette volonté politique. Écoutons le professeur docteur Tsola Milambo. Nous disons souvent en Afrique, nous cherchons souvent des solutions africaines aux défis africains. Et le financement est le socle du développement en Afrique. Et nous soutenons également que nous devons relever nos défis, les causes profondes de nos défis, y compris dans le domaine de la paix et de la sécurité. Et parfois, nous n'arrivons pas à relier les points. Toutes ces choses sont liées. Si vous n'avez pas suffisamment de financement dans un pays, votre contrat social est en danger. Si le gouvernement ne parvient pas à atteindre tous les coins d'un vaste pays africain, une instabilité émerge. Il est crucial d'avoir des revenus suffisants, car cela concerne divers secteurs d'activité. Il traite des problèmes fondamentaux de la paix, de la sécurité, du renforcement des capacités et de l'infrastructure, ainsi que du climat. Donc cela traverse les objectifs de développement durable. La question de la volonté politique dont parle son Excellence est réelle. Nous avons besoin de la volonté politique pour financer notre, et nous sommes confiants que de nombreux groupes, en particulier dans le Sud global et nos amis du Nord global, verront la valeur de cela et auront un cadre fiscal complet et soutiendront cette résolution. La résolution, je vous le dis, a été adoptée, mais ce n'est que le début. Il y a encore un processus. Au cours de cette conférence de presse, il y avait l'ambassadeur du Ghana aux Nations Unies qui a travaillé techniquement sur ce dossier, qui est l'une des personnes ressources. Il a donné à quoi ressemblerait l'agenda de 2024. On parle déjà de se mettre en place en ordre de bataille pour que soit mis en place le comité qui va travailler sur cette question. Mais en plus, il faudra définir les termes de référence de la discussion, et quiconque connaît comment fonctionnent les Nations Unies, ce sera un vaste champ de discussion, mais aussi une opportunité en réalité d'avoir des contributions beaucoup plus inclusives. Écoutons l'ambassadeur du Ghana qui se prononçait à cet effet. La résolution que nous avons adoptée était de poser les bases de nos objectifs pour cette année. Et cette année, le projet de résolution parle essentiellement de 2 étapes. 1, pour former un groupe ouvert qui établirait d'ici août 2024 les termes de référence de ce que nous voulons réaliser, à savoir définir comment nous allons négocier le cadre, convention sur la coopération fiscale internationale. Et c'est donc un effort plus significatif et pratique vers l'objectif dont nous avons tous parlé ce matin, qui est de garantir que le régime de coopération fiscale internationale nous permette d'assurer l'équité, et l'équité dans la manière dont les ressources sont gérées en fonction des flux de ressources provenant des emplacements où se déroule l'activité commerciale réelle. Donc, je pense que c'est un effort plus important cette année pour résoudre cette question, car cela établit la voie vers la réalisation de la convention cadre dont nous parlons aujourd'hui, et cela nous rapproche de nos objectifs communs.
L'agenda est beaucoup plus complexe, mais ce n'est pas parce que c'est complexe qu'on ne va pas s'y coller. C'est parce qu'on ne s'y est pas collé depuis longtemps que c'est devenu encore plus difficile. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir l'expertise. Nous avons la chance d'avoir un début, un déclin de volonté, un début, une étincelle, plutôt pas de déclin, une étincelle de volonté politique. Mais quel est le rôle que continuera à jouer la société civile sur ce terrain? Je rappelle que Tax Justice Network, nous avons produit déjà une 50aine de podcasts où nous partageons avec vous la connaissance et le savoir sur les enjeux de la justice fiscale. Je parle pas des indices que nous produisons. Je parle pas non plus de l'ensemble de connaissances que nous et les autres partenaires, Global Alliance for Tax Justice ou encore Tax Justice Network Africa, Eurodad, Latindad, toutes ces organisations se sont mises ensemble, y compris écrites, pour obtenir cet accord et elles continueront de travailler. Mais nous avons toujours un rôle plus grand à jouer, la société civile et plus spécifiquement les médias. Écoutez la requête qu'a faite Sola Milambo. Ma conviction est que faire partie de la stratégie consiste à sensibiliser le reste du monde sur l'importance de cette question actuelle. Mais il incombe également à la fraternité des médias d'expliquer cette lacune de plusieurs façons différentes. Je pense que nous aurons plusieurs autres discussions à venir au cours de l'année prochaine et nous allons jusqu'en 2025. Je pense qu'à chaque instant, ils étaient supposés mettre en évidence l'écart qui existe entre les deux. Et je pense aussi que le résultat de la résolution elle-même devrait parler des problèmes. Ce sera un message en soi pour le monde. Mais nous comptons sur les médias pour traduire vraiment ce qui se passe à l'ONU dans un langage très simple pour différents groupes à travers le monde. Voilà, c'était tout pour cette première partie. Je rappelle que au mois de mars 2024 qui vient, notamment le 14 et le 15, se dérouleront à Paris une conférence de Tax Justice Network organisée avec d'autres partenaires, notamment Eurodad, l'ICRIT, Global Alliance for Tax Justice, World Inequality, EU Tax Observatory. Cette conférence interrogera sur comment une convention de coopération fiscale sous l'égide des Nations Unies pourra adresser les questions d'inégalité en Europe, mais pas que, mais aussi au-delà. Et quand on dit au-delà, on pense bien sûr à l'Afrique. L'Afrique, notre mère patrie, notre terre de naissance, et celle qui subit avec le plus grand impact, avec la plus grande violence, ces flux financiers illicites. 88 milliards de dollars, selon les estimations, il y a quelques années, de la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Et très sûr que l'hémorragie continue de se poursuivre parce que on n'a toujours pas adopté cette convention. Nous allons revenir toujours sur la convention, mais cette fois pour recevoir les connaissances, les enseignements de Tove Maria Reading. C'est une des actrices fortes de la proposition de l'accord cadre d'une convention des Nations Unies sur la coopération fiscale. Elle participait à une activité organisée par Tax Justice Network. Elle était dans un panel animé par Alex Copram, notre directeur exécutif. Je vous prie de l'écouter, mais évidemment, j'ai reformulé les questions pour des questions de pragmatisme, mais l'essentiel sera là. Nous allons écouter Tove Maria Reading ensemble. À tout de suite. Je le disais, nous aurons Tove Maria Reading, notre collègue qui travaille sur le segment fiscalité chez Eurodad. C'est une ONG basée à Bruxelles qui a fortement contribué aux côtés d'autres, Global Alliance for Tax Justice Network ou encore l'ICRIT, mais aussi Tax Justice Network qui seront d'ailleurs tous présents avec EU Tax
Observatory participeront à cette conférence internationale qui, je rappelle, se déroule à Paris le 14 et le 15 mars prochain. Nous aurons l'occasion d'écouter pas mal d'experts sur comment est-ce que un accord fiscal, un accord de coopération fiscale adopté dans le cadre des Nations Unies est capable de lutter contre les inégalités en Europe, mais pas que, au-delà, notamment en Afrique, où ces inégalités sont importantes, déjà à l'intérieur du continent, mais aussi entre les continents et beaucoup de régions qui sont pourtant les marchés de destination des matières premières du continent. Alors, avec Alex Copram, Tove Maria avait eu un échange, mais bien sûr avec d'autres panélistes. Nous vous rapporterons leur savoir aussi dans les prochaines éditions de notre podcast. Mais Alex avait cherché à comprendre pourquoi il était important, pourquoi Tove a pris un temps aussi important de sa vie, je dirais, sa vie, elle a consacré du temps pour cette bataille. Tove Maria Riding nous explique pourquoi cette convention fiscale, de coopération fiscale dans le cadre des Nations Unies est un objectif qu'il faudra atteindre de toutes les façons. Écoutons-la. Je dirais qu'il est improbable que cela se soit produit à l'OCDE, ce qui illustre la dynamique différente que nous observons aux Nations Unies. Ce n'est certainement pas la première fois que nous assistons à cela, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles l'ONU apporte quelque chose de nouveau que nous n'avons pas vu à l'OCDE. À l'ONU, il y a un groupe africain. Ils sont organisés. Ils négocient ensemble depuis longtemps déjà. Il existe de nombreux groupements et alliances de pays déjà bien établis. C'est le premier point expliquant cette dynamique. Deuxièmement, les pays sont sur un pied d'égalité. Et cela ne peut pas être assez souligné. Nous n'avions pas cela à l'OCDE. Tant que l'OCDE mène le processus, les États membres de l'OCDE seront toujours plus puissants. Une autre raison est que les négociations à l'ONU sont beaucoup plus transparentes, publiques et accessibles, et nous pouvons voir ce qui se passe. Cela diffère de l'OCDE où nous ne pouvons pas voir ce que les gouvernements disent au nom de leurs citoyens. Les textes de négociation sont souvent secrets et en général, c'est un processus très opaque. À l'ONU, c'est très transparent et cela renforce la valeur de l'argument moral. Soudainement, lorsque les pays sont en webcam, il devient plus difficile de passer outre, disons, le groupe africain, lorsque ce groupe met quelque chose sur la table qui est tout à fait raisonnable. Voilà donc certaines des raisons pour lesquelles la dynamique politique à l'ONU est très différente. Et bien sûr, la dernière raison, très évidente, est que le cadre inclusif de l'OCDE, malgré son nom, n'a jamais été inclusif. Nous avons plus d'un tiers des pays du monde qui ne sont pas dans le cadre inclusif de l'OCDE, mais qui sont aux Nations Unies. Et si vous regardez les pays absents du cadre inclusif de l'OCDE, vous verrez que ce ne sont pas ceux que nous appelons habituellement des paradis fiscaux. Ils sont dans le cadre inclusif, mais il y a beaucoup de pays qui perdent actuellement et qui ont un rôle important à jouer dans l'établissement d'un meilleur système fiscal mondial. En particulier, nous avons une surreprésentation des pays les moins avancés, les pays les plus pauvres du monde. Alors, comme l'on soulignait, les ambassadeurs africains, membres du groupe africain au sein des Nations Unies, on parlera de compétences. Vous avez écouté l'ambassadeur du Nigeria qui a dit c'est pas un problème, nous allons apprendre. Mais pour Maria, on ne devrait pas non plus, pour Tove Maria, autant pour moi, on ne devrait pas non plus donner une force quasi surhumaine aux compétences de l'OCDE. L'OCDE, dit-elle, est compétente pour ce qu'elle a proposé, mais maintenant, on est dans le cadre des Nations Unies où il y aura besoin d'une autre compétence, la compétence en termes d'inclusion des enjeux. Et c'est là toute la différence avec une discussion
d'une coopération fiscale dans le cadre des Nations Unies. Je ne parle pas en son nom, je vous laisse écouter ce qu'elle a répondu à cette question, je le rappelle, d'Alex Copram. L'OCDE possède une expertise sur les règles fiscales de l'OCDE, qui sont précisément celles qui ne fonctionnent pas. Nous avons tenté de taxer les entreprises avec les règles de prix de transfert pendant des décennies. C'est une erreur de politique qui a causé au gouvernement la perte de centaines de milliards de dollars. L'une des choses les plus surprenantes concernant les 2 processus de révision que l'OCDE a menés est qu'il n'a jamais été réellement envisagé de remplacer le système de prix de transfert. Les négociations portaient sur l'ajout d'autres règles, mais une réforme fondamentale des règles n'a pas été considérée au sein de l'OCDE. Mais il est vrai que l'OCDE sont les experts des règles de l'OCDE. L'ONU a l'expertise sur les accords mondiaux et sur la facilitation des négociations mondiales. L'ONU possède également une expertise sur les conventions cadres et ce que nous avons proposé pour ce que pourrait être une convention cadre de l'ONU sur la fiscalité, c'est que nous avons examiné les exemples de traités de l'ONU déjà existants, puis nous les avons appliqués à la fiscalité. Et nous avons découvert qu'il y a en fait beaucoup à gagner en utilisant les modèles existants dans d'autres domaines et en les appliquant à la fiscalité. Pour donner un exemple, en droit environnemental international, il existe le principe selon lequel chaque nation a le droit souverain de décider de l'environnement et de l'utilisation des ressources dans son propre pays. Et, avec ce droit, vient la responsabilité de ne pas détruire l'environnement d'autres pays. On peut appliquer cela à la fiscalité et dire que chaque pays a le droit souverain de contrôler son propre système fiscal et la responsabilité de ne pas détruire le système fiscal d'autres pays. Si on applique ce principe, on verra que ce que font actuellement les paradis fiscaux n'est pas acceptable. Nous n'avons pas ce principe en ce moment. Nous n'avons pas d'objectif pour ce que les corporations fiscales internationales devraient y faire. Il manque des institutions très basiques, y compris la conférence des parties qui peut prendre des décisions sur les règles fiscales mondiales. En somme, la proposition que nous avons présentée était un exemple de problème que nous pourrions résoudre en fiscalité en utilisant les exemples de l'ONU issus d'autres traités. Et je suis heureux de dire que cela est devenu un document assez long, car il y a en fait pas mal de problèmes que l'on peut résoudre en faisant cela. Alors, une autre question qui revient, c'est qu'au-delà de cet enthousiasme, quand est-ce que finalement on aura cet accord de l'ONU sur la coopération fiscale internationale? On a bien vu que l'OCDE, malgré les ressources qui ont été mises en place, ont pris beaucoup de temps pour avancer sur le moindre accord, mais évidemment c'était très compliqué parce que les intérêts des pays n'étaient pas toujours très bien représentés. Tove Maria a une vision beaucoup plus dynamique. Elle reconnaît que déjà rien n'empêche qu'on puisse avancer très rapidement sur ce dossier, mais donc il y a la volonté politique. On l'a entendu avec les ambassadeurs africains, mais elle pense aussi qu'il faut être réaliste et qu'il va falloir suivre le processus et surtout ne pas se décourager. Écoutez ce qu'elle en pense quant à la mise en œuvre, quant à l'effectivité finalement de cet objectif qui crée autant d'enthousiasme. Il s'agit de politique et il n'existe pas, en soi, de loi naturelle ou de raison physique empêchant les pays de résoudre ce processus ou ce problème en un an. Mais nous savons qu'à l'ONU, la négociation de conventions cadres prend du temps et cela représentera un grand pas politique en avant. En effet, je pense que ce que Navid a mentionné, à savoir avoir 1 an pour les termes de référence, puis commencer les négociations, et probablement s'attendre à un chemin plus long, est effectivement le scénario le plus probable si nous obtenons la volonté politique pour avancer. Si vous le comparez à l'accord de Paris sur le climat, le mandat a été donné à Bali et l'accord a été conclu à Paris, ce qui a pris environ 8 ans. Mais le calendrier dépend de la volonté politique et c'est le point le plus important. Nous avancerons aussi vite que nos gouvernements nous le permettront
et nos gouvernements avanceront aussi vite que nous les presserons de le faire. Et c'est là que le travail de la société civile pour soulever cette question auprès des gouvernements est, bien sûr, très très important. Je suis heureux de dire que cette question est une priorité absolue pour la Global Alliance for Tax Justice et nous avons des collègues dans le monde entier qui font campagne sur ces questions depuis des années déjà, mais qui sont bien sûr extrêmement excités de voir que nous avançons maintenant. Et je pense qu'il est sûr de dire que la société civile fera de son mieux pour tenir les gouvernements responsables et pour s'assurer que nous avançons aussi rapidement que possible. En gardant également à l'esprit que tant que ce problème reste non résolu, nous pouvons continuer à voir nos gouvernements perdre des centaines de milliards de dollars sur une base annuelle, comme l'a signalé Tax Justice Network dans le rapport State of Tax Justice publié cet été. Voilà, c'était tout pour ce podcast. Mais bien sûr, nous allons revenir sur cette question des discussions pour une coopération fiscale internationale sous l'égide des Nations Unies. Nous allons continuer de jouer notre rôle. Nous avons très bien compris l'ambassadeur Thilo Milambo de Zambie. Évidemment, la société civile africaine sera à l'avant-poste de ce plaidoyer, mais aussi nous avons entendu des questions de compétences. Tax Justice Network et Tax Justice Network Africa, finalement, qui travaillent ensemble, continueront d'apporter le soutien qu'il faut aux organisations de la société civile, aux États, pour que nous comprenions très bien l'enjeu des points et des questions qui seront discutés dans les termes de référence, parce qu'il faut s'attendre à ce que le bloc des pays, notamment les pays occidentaux, qui ont dit non à la proposition du groupe africain, soit très actif pour qu'on ne puisse pas adopter quelque chose de suffisamment conséquent. Mais avant tout, il y a cette conférence qui va se dérouler à Paris, je vous l'ai dit, les 14 et 15 mars 2024. Nous aurons l'occasion de discuter avec les experts de toutes ces ONG qui ont accompagné le processus du groupe africain au sein des Nations Unies. Je rappelle aussi, et je profite pour vous dire, que Alex Copram, qui est notre directeur exécutif finalement, a écrit un manuel intéressant pour tous ceux qui veulent apprendre les basiques de la justice fiscale. C'est un livre qui retrace la longue expérience d'Alex Copram. Je vous partagerai le lien dans la page de podcast et comme ça vous aurez l'occasion de voir. Je vous le recommande. Personnellement, j'ai eu la chance de le lire. C'est une mine d'informations, notamment pour les pays africains qui iront discuter avec d'autres pays, d'autres experts qui certainement ne vont lâcher aucune concession afin que la Convention fiscale des Nations Unies reste à leur avantage ou bien mettre beaucoup trop longtemps à être adoptée. Nous espérons encore que le nombre des Africains par le nombre continueront de faire entendre leur voix. Nous allons continuer de leur apporter des arguments pour lesquels ils devraient soutenir l'initiative. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais maintenant on va s'arrêter là pour ce podcast. Je rappelle que vous pouvez suivre notre podcast sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec S-Y-N à la fin. Vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network sur le lien podcast avec s.taxjustice.net. Vous allez d'ailleurs découvrir notre nouveau site internet. Merci à ma collègue Naomi, mais aussi à mon collègue Joe qui ont fait un travail exceptionnel. Nous allons aussi vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur notre page YouTube www.impôts-et-justice-sociale.com ou encore sur notre page Facebook, Impôts et Justice Sociale, Twitter ou X pour ceux qui le veulent, hashtag Impôts et Justice Sociale, et enfin pour ceux qui ont l'application Stitcher et chercher le programme. Voilà pour votre programme de ce mois de janvier. À très bientôt pour une nouvelle édition de votre podcast en français, Impôts et Justice Sociale. Nous vous remercions d'être nombreux à nous écouter et à utiliser les enseignements que nous apportons dans le cadre de votre plaidoyer quotidien. Au revoir.